Ça, c'est la première découverte qu'on a de l'usine. Et on avait commencé déjà, d'ailleurs, avec l'organisation Révolution, à diffuser des tracts bien avant qu'on rentre dans l'usine. Il y avait une équipe extérieure. Je disais qu'on était partis à plusieurs, mais il y avait donc ceux qui s'établissaient en usine, on appelle ça les établis, qui n'étaient pas forcément destinés à aller en usine, bien que très jeunes. On avait entre une petite vingtaine d'années, quoi, entre 18 et 22 ans. Mais il y avait aussi l'équipe extérieure, parce qu'on ne concevait pas le fait de venir s'établir dans une région ou dans des usines sans qu'il y ait d'autres personnes qui viennent nous aider, évidemment, puisqu'on était un peu clandestins au début, donc pour distribuer les tracts, pour discuter. Donc on était à peu près une vingtaine, et il y avait avec nous des gens qui étaient encore étudiants, des professeurs, des employés, des médecins même, qui étaient venus aussi s'installer dans la région, et puis des animateurs, voilà, il y avait pas mal de métiers un peu diversifiés qui s'étaient installés entre. On avait 2 villes, Mantes et les Mureaux. Voilà, on avait trouvé des logements, etc. Bon, c'est un peu plus compliqué l'histoire de logement. Et donc on était un groupe et on avait créé un tract, on appelle un bulletin de boîte, ça s'appelait comme ça, qui s'appelait La Clé à Molette. Parce qu'en fait, le copain qu'on avait rencontré, Edmond, qui était rentré à Révolution, qui était à Élisabethville, là, qui avait soutenu les grévistes de Flins sur place, c'était un très bon dessinateur, et il avait trouvé que bon, la clé à molette, c'était l'emblème. La clé à molette, c'est l'emblème des métallurgistes. Et donc, il avait mis un point, une clé à molette avec un point. Donc c'était la clé à molette. Et ce tract, on l'a commencé assez tôt, en 71, je pense qu'on l'a commencé le premier tract. Et au bout d'un moment, ça plaisait beaucoup le langage. On n'avait pas du tout le même langage que c'était un langage assez direct, mais assez pédagogique quand même assez différent des tracts des Mao. La gauche prolétarienne ou le JCML qui était presque plus là d'ailleurs, c'était la fin, et évidemment assez différent des tracts du Parti communiste ou des tracts des syndicats CGT, CFDT. Donc ça plaisait beaucoup parce qu'on dénonçait des choses et on mâchait pas nos mots pour dénoncer les chefs, les patrons, etc. Et puis parler de choses dont ne parlaient pas forcément les autres organisations, à savoir ce qui se passait ailleurs dans la société. Parce que après 68, il y a eu une décennie de lutte et de mouvements sociaux très importants, jusque même dans les années 80, jusqu'à l'arrivée de Mitterrand en fait, avec des mouvements qui n'étaient pas seulement des mouvements sociaux dans les entreprises, mais aussi le mouvement féministe, j'en parlerai tout à l'heure, mais aussi des mouvements écologistes, des mouvements antimilitaristes. Il y avait tout un tas de domaines où la société contestait le monde dans lequel on vivait, des mouvements aussi anti-guerre, enfin voilà, tout un tas de sujets dont on parlait et qu'on popularisait dans ces tracts. Alors, c'est la découverte de l'usine la première année. Donc on était, en fait, on était établis, mais moi je me suis pas senti longtemps établi. Je suis vite rentrée dans le bain parce que j'avais pas vraiment une grande formation universitaire. J'étais une jeune, hein. Donc voilà, j'ai fait ce boulot-là, mais bon, c'était aussi par conviction. Mais je me suis assez bien coulée dans le moule. Disons que je sentais pas vraiment de différence en discutant avec les ouvrières. La différence, pas de différence sociale, mais la différence peut-être de conscience politique et de conscience de ce que c'était que l'exploitation, mais de façon politique. Parce qu'évidemment que les ouvriers ont conscience qu'ils sont exploités, mais le problème c'est de traduire cette conscience en combat politique et syndical. Et puis, quand on était rentré dans cette usine, on avait ce mythe de Flins, des ouvriers qui s'étaient révoltés, qui avaient combattu les CRS et qui avaient créé aussi un comité. Il y avait un comité d'action qui continuait à exister, avec aussi quelques Mao qui restait un petit peu jusqu'en 73, je pense. Mais ce qu'on n'avait pas vraiment senti, c'est que socialement, l'usine avait complètement changé. Parce que c'était une usine qui est sortie de terre en 1952, avec à peu près 2500 personnes. Renault avait embauché des gens autour dans les Yvelines, mais était allé même jusque en Bretagne et même dans la Sarthe, donc chercher ce qu'on appelait des anciens paysans, les betteraviers. Donc c'était aussi des Français d'origine paysanne, agricole. Il y avait quelques Espagnols, quelques Portugais, mais il n'y avait pas énormément d'immigrés. Et donc très vite, les effectifs sont montés.
jusqu'à 10 000 personnes. Il y avait à peu près 10 000 personnes en 68, mais en normal, en horaire de normal. Et en 69, Renault augmente sa production et crée de nouveaux modèles et double les effectifs en passant les effectifs en équipe, en 2-8, en plus de la normale. Donc l'usine passe en 69-70 à peu près 22 000 personnes, double ses effectifs. Et comment Renault fait pour trouver des salariés? Il n'y en avait pas autour, il ne pouvait pas trouver 10 000 personnes de plus. Renault va les chercher dans les pays, les anciennes colonies. Au Maroc, en Afrique noire, et puis encore des Portugais, des Espagnols. Il y a eu jusqu'à à peu près, des Algériens aussi, il y a eu à peu près jusqu'à une cinquantaine de nationalités différentes à Renault-Flin sur l'ensemble des dernières années. Et évidemment, c'était plus du tout la même classe ouvrière, parce que c'était des ouvriers qui d'abord, que Renault avait voulu volontairement qu'ils ne soient pas très scolarisés, contrairement à Renault-Billancourt, où il y avait déjà pas mal d'immigration, notamment les Algériens, qui étaient, eux, très scolarisés, et qui donc ont participé à pas mal de grèves. Le Renault s'est dit, bêtement, je pense, on va aller chercher la majorité des ouvriers dans le fin fond du Maroc, où ils sont peu scolarisés, et pareil pour l'Afrique. Et en fait, ça n'a rien changé, parce que quand il faut se révolter contre l'exploitation... on n'a pas besoin de savoir lire ni écrire. Voilà. Donc, bon, il y en avait quelques-uns qui venaient des villes, de Casablanca ou d'Agadir, mais la plupart étaient quand même ce qu'on appelle les Lichleux, c'est-à-dire les Berbères du Sud. En tout cas pour les Marocains, parce que c'était la nationalité la plus importante. Ça a été toujours la nationalité la plus importante dans l'immigration de Renault-Flin. Et donc, la première fois qu'il y a une grève, c'était pas du tout le même type de grève qu'il y avait eu en 68. Et la première grève, c'est contre, en fait, la première grève qu'on appelait le début de la révolte des OS, des ouvriers spécialisés, qui a traversé l'ensemble des usines automobiles. L'ensemble des usines de Renault et l'ensemble des usines des autres marques d'automobiles. Alors, moi, donc, je passe la parole à Dominique pour raconter ma première grève. D'accord. Mais qu'est-ce qu'elles veulent? Ma première grève. Les clameurs s'approchent, ils arrivent. On est au mois d'avril 73, à peine un an que je suis là. Tout le monde en parle à l'atelier de couture. C'est la grève aux presses à Flins. Quelque temps auparavant, ceux des presses de Billancourt avaient gagné quelque chose pour leur évolution dans la grille de qualification pour avoir le P1 pour tous. Ça couvait depuis un moment. Ras-le-bol d'être au SAV. Dans ces moments-là, les tracts sont lus plus attentivement que d'habitude. On sait qu'il y a d'autres revendications à Flins. Augmentation de salaire uniforme pour tous, ralentissement des cadences, amélioration des horaires, égalité des droits entre Français et immigrés. Le respect, finalement. Depuis plusieurs jours, la grève s'est étendue sur les chaînes de la sellerie, juste à l'étage du dessous. Du deuxième étage de la couture, on entend les cris du défilé au premier étage. Va-t-il monter chercher les mécaniciennes? À la couture, que se passera-t-il? Les femmes n'ont pas l'habitude de faire grève. La dernière fois doit dater de mai 68. Je sais, nous savons toutes que le défilé des grévistes va forcément arriver. On en avait discuté avec le copain de mon organisation, il fallait que j'assure. J'avais donc préparé le terrain en parlant avec quelques ouvrières déjà repérées comme moins dociles. Celle qui affirmait que les grévistes avaient bien raison et qu'il fallait les rejoindre s'ils venaient nous chercher. Il suffisait d'une poignée qui entraîne les autres. Promis, on ne se dégonflerait pas. Parce que nous, on veut le P1. On en a marre du rendement et des horaires. Et pour moi, ça serait ma première grève. Comme toutes les premières fois importantes de la vie, je sais que ça va compter, que rien ne sera plus comme avant. Les clameurs se rapprochent, les chefs, les régleuses se plantent bien visibles au début des allées.
Je suis devant ma machine, fébrile. Ça y est, ils montent l'escalier du milieu face à la peinture. Ils sont nombreux dans l'allée devant les dizaines de machines à coudre, véritable rempart pour les ouvrières. Le défilé s'avance lentement. Il s'arrête devant mon secteur de la préparation. Les ouvriers, en grille de travail, déterminés et bienveillants, avec leur ras-le-bol d'être OS, font face aux mécaniciennes assises, silencieuses, les impellent, nous interpellent. « Allez, venez, sortez, avec nous, avec nous !» Et moi, du haut de mes 22 ans, je regarde intensément les copines autour, devant, derrière, celles qui avaient promis de sortir. Et je ne vois que des têtes baissées, regards gênés, visages butés et fermés, sans parler de celles qui sont parties se cacher aux toilettes. Je les interroge. « Alors tu viens? On y va ?» Le mutisme pour toute réponse. Que faire? Il n'y a pas de temps à perdre, je me décide. Le cœur battant à tout rompre, le rouge aux joues, la peur au ventre, je me lève de mon siège, sors dans l'allée et rejoins les grévistes. Ça y est, je l'ai fait, j'ai osé. Soulagement, les larmes au bord des paupières. Acclamations, applaudissements, congratulations même de délégués, dont la déléguée CGT de la couture. M'émène un peu blasé et sachant combien il est difficile de faire ce pas à la couture. Moment inoubliable pour moi. Je crois bien qu'il y avait du soleil qui perçait les vitres ce jour-là. Les grévistes me tendent le micro du mégaphone. C'est la première fois que je parle haut et fort à mes collègues, la voix un peu tremblante. Sous l'œil désapprobateur des chefs et le regard étonné des ouvrières, je les incite à nous rejoindre, car cette grève nous concerne toutes. Elles le savent bien, mais aucune ouvrière ne se lève, ni même en montage pas loin. Je n'insiste pas plus, c'est râpé. Je reste dans le défilé des grévistes, déçue d'être la seule mécanicienne à participer à ce mouvement. Je me sens abandonnée par mes amis de travail. Le poids insidieux de l'autorité patronale a gagné. Heureusement, la chaleur humaine des grévistes, les slogans presque chantés, la joie communicative de cette libération particulière qu'apporte la grève m'emporte avec le défilé qui poursuit sa route dans les autres bâtiments avec plus de succès qu'en couture pour augmenter ses troupes. À mon retour, à l'atelier le lendemain, c'est un peu la douche froide. Les regards fuyants, les sourires et les bonjours gênés, mi-admiratifs, mi-culpabilisés. Je ne leur en veux même pas. Il me faudra tout de même encaisser les rumeurs dévalorisantes et très blessantes de certaines. Quasi pestiférée, je suis celle qui fricote avec les étrangers. J'assume, et j'assumerai toujours. Les jours suivants, je retourne dans le défilé. Je choisis mon camp, définitivement. Voilà. Bon, après, j'ai eu d'autres grèves où c'était moins difficile quand même, mais c'est vrai que c'est un moment particulier et c'est là que j'ai compris, finalement, comment c'est difficile même quand on est engagé, qu'on est convaincu syndicalement, politiquement, c'est pas facile de contester l'ordre social et l'ordre patronal. Et il y a tellement de poids, tellement de contraintes, tellement de pression. Et dans mon atelier, j'avais déjà remarqué qu'il y avait effectivement cet atelier qui était un peu séparé des autres ateliers. La plupart des femmes étaient en couture. À l'époque, il y avait à peu près peut-être 2400 femmes sur l'usine, mais il y avait plus de ça. C'était le plus gros atelier en fait de femmes. Il y en avait la moitié qui était dans les bureaux et la moitié qui était ouvrière. Il y avait quelques-unes qui étaient en chaîne, au contrôle, ou quelques postes en chaîne ou en préparation. Il y en avait qui étaient joquettes, c'est-à-dire les femmes qui prennent les voitures terminées, qui sont montées en bout de mécanique à la fin on met le moteur, et qui vont les ranger sur le parc des voitures. On appelle ça les joquettes. Mais la plupart étaient à la couture.
qui était en fait un atelier comme un espèce de gynécée, complètement retranché au fin fond d'un 2e étage. J'avais été d'ailleurs choquée, je l'ai appris assez vite d'ailleurs, d'entendre qu'on appelait, surtout les hommes appelaient cet atelier le parc à moules. Bon, voilà, un terme assez dévalorisant par rapport au sexe de la femme. C'était ça. Bon, déjà, j'avais pris conscience des rapports plutôt du machisme dans l'usine et du rapport homme-femme qui était pas si évident. Mais c'était pas tellement remis en cause en fait par les femmes. Il y avait une espèce de, soit elles en rigolaient, soit elles l'intégraient comme un truc où il fallait, bon, on n'essayait pas trop d'en discuter. C'était pas, on était vraiment dans tout le début du mouvement des femmes et il n'était pas encore vraiment rentré dans les usines comme Renault. Et bon, je découvre le quotidien, je découvre la question de la double journée de travail, parce que évidemment, je discute avec mes collègues qui ont la plupart ont des enfants, et c'est vrai que je me rends compte que, par exemple, le fait d'être en équipe, ça consacre totalement l'organisation de la double journée de travail, où le matin, les femmes, quand elles sont du matin, vont travailler, l'après-midi, elles font les tâches ménagères, le repassage, les courses, la cuisine, les enfants, et pareil dans l'autre sens. Et en fait, ça même si le mari est lui-même en équipe, ça n'améliore pas forcément le partage des tâches ménagères et éducatives. Donc on discutait de ça avec mes collègues, j'essayais d'enfoncer quelques coins un peu féministes sur le sujet. Bon, je découvre le quotidien et là, j'ai découvert aussi les questions syndicales, les questions de rapport de force. Dans les grèves, on découvre aussi les divergences entre syndicats, comment faire des grèves, comment faire sortir les gens en grève, etc. Donc ça, c'est tout un pan de mon livre que j'aurai peut-être pas le temps de raconter aujourd'hui. Et cet exploit, entre guillemets, que j'avais fait d'être la seule gréviste en couture, me vaut le fait d'être... il y avait les élections le mois suivant, les élections professionnelles de délégués, et me vaut finalement d'être remarqué par les syndicats. Et le premier syndicat qui vient me voir, c'est la CFDT. On avait déjà essayé avec mon compagnon Nicolas, il avait demandé à être, il avait adhéré à la CFDT, il voulait être délégué, la CFDT ne voulait pas, parce qu'à l'époque, pourtant, c'était une CFDT de gauche, qui était assez contestataire, et qui l'a été assez longtemps à la CFDT, à Renault-Flin, jusque dans les années 2000, mais il voulait pas. Il y avait, bon, j'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Mais là, ils avaient besoin de femmes, ils n'avaient pas beaucoup de femmes. Donc, ils viennent me voir et on dit, ouais, on veut bien, mais si vous nous prenez tous les deux. Bon, marché conclu. Finalement, ils nous disent, bon, il ne faudra pas instrumentaliser le syndicat. Oui, bien sûr. Il ne faudra pas faire de politique dans le syndicat. Bon, d'accord. Voilà, et je deviens délégué, en fait, aux élections suivantes. Mais ce qui se passe aux élections suivantes aussi, c'est... Je parle dans cette grève de la question du racisme, parce que c'était la première fois vraiment que les ouvriers immigrés faisaient grève. C'était leur première grève, en fait. Importante. Il y a toujours eu des grèves, parce que depuis 68, il y a toujours eu des grèves d'ateliers, mais la première grande grève avec sur plusieurs jours, avec des défilés, avec des blocages de chaînes, etc. La grève des presses, il y avait beaucoup d'immigrés. La majorité, d'ailleurs, était en chaîne. La majorité était immigrée. Il y avait 80% de travailleurs immigrés sur les chaînes de montage et aux presses aussi. C'était énormément de travailleurs immigrés, aux presses un peu plus d'Africains noirs, je pense. Bon. Et c'est vrai que ça avait fait un choc dans l'usine, parce que cette grève, la direction ne voulait pas céder du tout aux revendications. La direction de Renault a bloqué totalement. Il y a eu un lock-out. Et quand on a appelé la grève pour refuser le lock-out, personne n'est sorti. Et on est rentré et il y avait eu effectivement des affrontements avec la maîtrise. Donc, une partie de la maîtrise était plus ou moins constituée en comité de défense de Renault, qui ressemblait un peu à la CFT de Talbot, enfin et de Citroën, mais qui était quand même assez réactionnaire, assez raciste. Et aux élections, les deux syndicats combatifs, dans lesquels nous on voulait militer, puisqu'on avait un autre copain qui est rentré en 73, Jacques, qui a adhéré à la CGT,
les deux syndicats avaient mis comme candidats des délégués immigrés, alors qu'il n'y en avait pas beaucoup avant. Ils les avaient mis en tête de liste pour... eh bien, il y a eu aux élections, il y a eu plusieurs centaines de rayures, 500 rayures, qui ont fait que tous les candidats étrangers ont été éliminés. C'était pas énorme, hein, le pourcentage avait croissé à 100 rayures sur 22 ou 23 000 personnes. Et donc, ça a été un choc. Et suite à la grève aussi, il y avait eu quand même 23 licenciements. La majorité de travailleurs immigrés. Bon, on les avait défendus avec les avocats, donc, mais il n'y a pas eu beaucoup de réintégration. Je crois qu'il y a eu un délégué CGT qui a été réintégré en 73, mais il n'y avait pas beaucoup de réintégration. Et ça a été un choc, ces élections avec les immigrés éliminés. La CFDT, qui a entraîné la CGT avec elle, a fait annuler les élections. Et a contesté ce fait et a fait un procès à Renault, qui a mis des années. En fait, les élections aux élections suivantes, les deux syndicats CGT et CFDT ont mis le nombre exact de candidats qu'elles espéraient pour pas que les rayures n'aient aucun effet. Donc, ce qui fait que quand on fait ça, on peut très bien perdre des délégués, parce que si on a un pourcentage plus fort et qu'on n'a pas assez de candidats, ben on perd des délégués. La possibilité d'avoir des délégués. Mais c'était le prix à payer, puisque le procès a duré, les procédures ont duré jusqu'en 80 ou 82, je crois. C'est sous Mitterrand que c'était devenu une loi, en tout cas c'est devenu un règlement pour toutes les entreprises, où l'effet des rayures racistes, des rayures pour éliminer des gens, ne peut être valide qu'à partir de 15% des effectifs des électeurs. Donc c'était quand même un succès, mais ça a mis des années. Comme quoi, les combats syndicaux, on ne les gagne pas comme ça en quelques mois. Donc voilà, donc je deviens déléguée, et c'est là que je découvre le syndicat et les rapports au syndicat, donc et que je commence à être déléguée, à faire mon travail dans les ateliers, que je commence à militer sur les chaînes de montage avec d'autres copains. Alors j'y vais souvent toute seule, et c'est là que je me rends compte que c'est difficile pour une femme de militer dans une usine d'hommes, parce que j'étais toute jeune et je subis effectivement ce que subissent toutes les femmes qui passaient par exemple dans les ateliers d'hommes, les sifflements, les blagues graveleuses, les interpellations, des trucs un peu lourds, quoi, qu'on appelle le machisme lourd. Et je commence au bout d'un moment, j'en ai marre, quoi. Je me dis c'est plus possible. Et je demande au niveau de la pratique syndicale à ce qu'on mettre en place des duos de délégués pour passer sur les chaînes, discuter des revendications, même collecter les timbres des syndiqués, etc. Mais au bout d'un moment, je me retranche plus dans les années après 78, je me retranche plus sur mon atelier et les revendications de mon atelier de couture.